Alors hier, on a abordé beaucoup les questions de réseau et d'infrastructure, les infrastructures support, le très haut débit, le satellite, le THD hertzien, la 4G fixe, toutes les technologies qui permettent aujourd'hui d'amener le très haut débit dans les territoires ruraux. Mais pour quoi faire? Et pour quel service? C'est le deuxième épisode ce matin avec vous pour considérer les services numériques qui participent de l'attractivité de nos territoires ruraux, de nos villages. Alors, on a eu au fil de l'histoire de Ruralitique un certain nombre d'exemples sur la participation citoyenne et l'implication à Arvieux, qui était Grand Prix Smart Village 2017. On a également distingué le village de Luzy dans la Nièvre, dans le Morvan plus précisément, pour son action en faveur du commerce local. Voilà, il en est passé un certain nombre, donc les circuits courts, l'accès à la santé, on va en parler ce matin aussi, sur le sujet des déserts médicaux évidemment. Les questions effectivement d'e-participation, parce que c'est pas toujours facile de réunir tous ces citoyens pour des réunions publiques. Par contre, aujourd'hui, certains outils permettent à tous les habitants d'un village de participer à la vie locale. Voilà, c'est tous ces enjeux qu'on va aborder donc ce matin avec nos différents intervenants. Et voilà, je voudrais inviter à me rejoindre au plateau sans plus attendre Cyril Cotona, François Panouillet et Mylène Franceschi. S'il vous plaît. Installez-vous, Mylène. Merci à vous trois d'être avec nous. Cyril, vous avez porté la voix de la MRF hier sur la question des infrastructures. Aujourd'hui, vous êtes notre grand témoin ce matin sur ces questions d'usage et de services qui sont pour certains déficitaires en zone rurale, puisqu'il y a eu pendant une trentaine, voire une quarantaine d'années, une désertification des services publics. Qui n'a pas perdu sa perception, son école, son hôpital. Aujourd'hui, comment s'exprime dans les territoires ruraux justement le besoin de services et quels sont ceux sur lesquels vous pensez que le numérique peut apporter une réponse, peut-être une réponse temporaire, parce qu'on a besoin de ces services en dur, en réel dans les territoires ruraux, mais voire peut-être de façon définitive. Bonjour Sébastien, bonjour à tout le monde. Je pense que les services numériques peuvent apporter une réponse en complément. Alors je pense forcément à la santé. Ça ne peut pas être une réponse totale, mais les services d'e-santé avec des consultations en ligne, numériques, qui permettent finalement de désengorger les services des hôpitaux, et notamment des urgences, ça peut être une réponse. Mais en tout cas les services numériques doivent être, pour ce type de dossier, inclus dans un projet de territoire, avec l'ensemble des acteurs. Alors d'autres services également, parce qu'on a vu petit à petit un certain nombre de services qui ont évolué, parce que la société a aussi évolué. Effectivement, les perceptions ont fermé, mais derrière, on savait très bien que les particuliers, en l'occurrence les administrés, venaient de moins en moins dans les perceptions. Ouais. Par contre, je ne veux pas dire que c'est une bonne chose, il y a une réorganisation, elle est en cours, il y a beaucoup de travail à faire, parce que derrière, on a quand même des collectivités, nous, en tant qu'élus, et donc c'est important d'avoir aussi ces relations de proximité. Le numérique peut aider à compléter ces relations, peut aider également à nous permettre de participer à cette transformation qui touche l'ensemble du pays, mais pas que. Finalement, c'est une transformation que l'on voit, on peut le voir au niveau européen, au niveau mondial, mais également une transformation au niveau de la ruralité. Et nous, on ne doit pas pas rester à côté et laisser passer, paraître le train passé. Il y a d'autres solutions. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même avoir à l'esprit qu'en milieu rural, et quand je parle de ruralité, on va sur des communes d'une dizaine d'habitants, c'est la réalité.
jusqu'à des communes qui vont au-dessous de 3500 habitants, ou des centres-bourgs qui ont eux ont des rôles de centralité, donc avec un certain nombre de services. Et dans les communes les plus petites, il y a quand même le seul moyen de locomotion, pour le moment, c'est quand même la voiture, puisque c'est 40 ans, 50 ans d'utilisation du véhicule, et ça, c'est un fait. Il y aura des évolutions, mais ça prendra du temps. Le premier service public, c'est la mairie. C'est la mairie, au travers des élus, forcément, des maires, des élus municipaux, mais au travers aussi des secrétaires de mairie. Et là, je crois qu'il y a un gros travail à faire, le travail en complément, que ce soit avec les services de l'État, que ce soit aussi avec les services que l'on peut avoir sur les EPCI, communautés de communes, communautés d'agglomération, un travail en adéquation, de manière à ce que la mairie puisse aussi orienter les différents administrés sur l'accès à différents services. Alors, on déploie aussi les maisons de France Service, et c'est vrai que le lien doit être important avec la mairie. Qu'elle soit la plus petite possible. Certaines mairies sont ouvertes qu'une demi-journée par semaine, c'est un fait, mais il faut quand même garder ce lien, parce qu'il est très important à mon sens. Donc cet accueil, effectivement, accueil physique, oui, parce que je t'ai laissé dire que 70% des questions qu'on posait à une secrétaire de mairie ne concernaient pas les compétences communales. Donc effectivement, le guichet unique, il existe déjà, et orienté, mais derrière, il y a la question de l'inclusion numérique et de la capacité de ces gens à faire des certain nombre de formalités en ligne. Absolument. Effectivement, une secrétaire de mairie, on le voit tous les jours, elle peut être sollicitée pour aider un agriculteur pouvoir commander, parce que maintenant les saisies ne se font que par voie numérique sur des sites spécifiques pour commander par exemple des étiquettes pour authentifier son bétail ou d'autres choses, pour faire des déclarations au niveau de la politique agricole commune. Ça peut être aussi une aide, on a déjà eu pour regarder et voir si au niveau de la déclaration des impôts, puisque maintenant c'est de plus en plus en ligne, et bien les choses étaient bien faites, avec le côté confidentiel bien entendu, mais ça fait partie en fait des obligations et du rôle des secrétaires de mairie qui sont agents de service public. Donc ce sont des petites des petites utilisations, attention, qui sont très importantes dans nos territoires. Merci Cyril Cotonnat. François Padouillet, vous êtes chargé de mission sur l'innovation territoriale à la Banque des Territoires. On aimerait revenir avec vous sur le dispositif Petite Ville de demain, que certains d'entre vous ont peut-être déjà activé. Quels impacts? Et puis il y a d'autres aspects, notamment sur la participation citoyenne, qui est un vrai enjeu. On voit que souvent les néo-ruraux, comme on les appelle, aspirent à s'impliquer dans la vie locale. Et à participer, enfin ils ont envie de ça parce que dans les grandes métropoles ils n'ont pas forcément voix au chapitre. Donc voilà, petit tour d'horizon, ville de demain et participation citoyenne. Alors bonjour à tous, oui, je suis François Padouillet, je suis en charge des questions liées à l'innovation territoriale à la Banque des Territoires, et donc particulièrement sur le volet innovation du programme Petite Ville de demain. Donc la Banque des Territoires est très investie dans ce programme qui a été lancé par l'État il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui s'adresse à 1646 communes, des petites villes de moins de 20 000 habitants, et qui vise à revitaliser des centres-bourgs, des petites villes qui jouent un rôle de centralité au milieu d'un bassin de vie rural. Alors on mobilise des moyens financiers conséquents, à la fois en investissement et en prêt, nos cœurs de métier historiques, mais aussi et surtout pour ce programme, on apporte une contribution financière massive en ingénierie. C'est 200 millions d'euros sur la durée du programme, et l'objectif est assez clair. Il s'agit de donner accès à une expertise, à des conseils pour pouvoir penser, concevoir, sécuriser les projets et innover. Depuis le début du programme, on a cofinancé plus de 800 postes de chefs de projet dans les petites villes, et déjà 1600 missions de conseil et d'études
destinés aux territoires labellisés PVD. Alors il s'agit d'études de faisabilité, d'études préopérationnelles, mais aussi d'études stratégiques de revitalisation commerciale par exemple. Et en parallèle, on met à disposition des chefs de projet Petite Ville de Demain un outil numérique accessible sur notre site internet qui s'appelle DataVis Petite Ville de Demain. Alors c'est un outil de pré-diagnostic territorial en somme, qui permet à chaque petite ville bénéficiaire du programme de brosser le portrait de son territoire en quelques clics. Alors ce qui est particulièrement intéressant, c'est que là, en fait, depuis Petite Ville de Demain, c'est de l'ingénierie. Autrement dit, pour une collectivité, c'est du fonctionnement. Quelque part, c'est aujourd'hui cette difficulté qu'on a dans les communes rurales ou les territoires ruraux à financer du fonctionnement. On est toujours sur des équilibres 80 sur l'investissement, on fabrique briques et mortar, on n'a plus personne à mettre dedans, parce qu'on a besoin de matières grises, on a besoin de gens pour penser les choses, les réfléchir et ensuite les mettre en œuvre et les accompagner. Donc la question qui est derrière ça, c'est qu'est-ce qui se passe après? Parce que là, on est sur les études, on est sur le projet. Et grâce à Petite Ville de Demain, ces communes peuvent effectivement écrire leur projet, si je puis dire. Mais après, est-ce qu'elles ne vont pas avoir besoin de fonctionnement pour le faire vivre? Alors évidemment, mais c'est une spécificité du programme Petite Ville de Demain, et c'était pour répondre à un besoin client. De carence d'ingénierie. De carence d'ingénierie. On a vraiment souhaité mettre le paquet sur ces questions, et ensuite, évidemment, on accompagne à travers nos investissements ou nos prêts les petites villes qui veulent réaliser les projets. Et alors, cette ingénierie, elle s'incarne donc par ces chefs de projet cofinancés par la Banque des Territoires, par des outils aussi donc de pré-diagnostic territorial qui utilisent les données en open data, les données issues de l'INSEE, les données issues du ministère de l'Intérieur, de la Santé, de Bercy, ou des bailleurs sociaux, voire d'OpenStreetMap. Et c'est un outil qui permet, alors, pas autant qu'un SIG, mais encore une fois, de pouvoir brosser le portrait de son territoire en quelques clics. On réfléchit d'ailleurs à intégrer de nouveaux jeux de données pour plus évaluer le programme, notamment des jeux de données qui concernent la fréquentation des centres-bourgs et les flux, la mesure des flux avec la provenance des visiteurs. Et par ailleurs, ce que disait Sébastien dans le cadre du programme, c'est ce dont je voulais vous parler surtout ce matin, on voulait aider aussi les petites villes évidemment à pallier les difficultés rencontrées, mais aussi et surtout à préparer l'avenir. Et pour préparer l'avenir, on estime qu'il est souhaitable d'associer les habitants, de les écouter, de les entendre. On considère que finalement le Smart Village, c'est pas un village ou une ville bardée de capteurs et de caméras, c'est aussi une collectivité qui sait s'appuyer sur l'intelligence collective, l'intelligence citoyenne. Et donc on a tenu à soutenir les petites villes, à les aider à se saisir d'outils numériques de participation citoyenne. On a noué un partenariat avec une start-up qui s'appelle Cap Collectif. Et grâce à ce partenariat, on offre la possibilité à chaque petite ville d'avoir accès à une palette d'outils numériques pour faire participer leurs habitants gratuitement pendant un an. Alors il s'agit de boîtes à outils, de questionnaires, de budget participatif, de cartographie participative. L'idée c'était de dire l'innovation, la participation citoyenne, ce qu'on appelle les civic tech, ne doivent pas être réservées aux métropoles. Et les petites villes peuvent se saisir de ces outils innovants. On dénombre déjà un peu plus de 130 petites villes qui se sont créées un compte et qui lancent des démarches de participation citoyenne sur leur territoire. Ça marche bien, l'offre est toujours valable jusqu'à fin 2022. Et on constate que ça participe aussi souvent à renforcer l'acceptabilité des projets pour certains projets tendancieux. Et que parfois les élus sont finalement contents de co-construire leur projet de territoire avec les citoyens. Voilà en quelques mots. Je reviens un instant sur les chefs de projet Petite Ville de Demain. Vous disiez financés par la Caisse des dépôts. Dans quelle proportion, sur quelle durée? Parce c'est vrai que sur cette question du fonctionnement, on a aussi aujourd'hui le dispositif des conseillers numériques France Service pour accompagner un certain nombre de démarches, mais c'est 30 000 € par an sur 2 ans, je crois, un poste.
C'est la problématique, ce qui a été remonté hier par le sénateur Delcros. Effectivement, les conseillers numériques, c'est 2 ans, 30 000 euros. Et au bout des 2 ans, il n'y aura pour le moment plus de financement de l'État. Mais on se rend compte du succès, un véritable succès. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question de pouvoir pérenniser ces emplois. Parce qu'il y a une réelle. Ils répondent à une réelle attente et demande. Alors pour ce qui est des chefs de projet Petite Ville de demain, le programme court jusqu'en 2026. Donc les chefs de projet sont cofinancés par la Banque des Territoires et par la NCT notamment jusqu'en 2026. Et puis ensuite on verra ce qu'il adviendra. 2026, d'accord. Et quelle est la quote-part résiduelle pour la commune qui accueille ce chef de projet? Un quart. 25% du poste qui reste à financer par la commune. C'est déjà bien. C'est très bien. Merci François Panouillet. On était sur Petite Ville de demain, on y reste avec Mylène Franceschi pour La Poste. La Poste, le groupe La Poste est impliqué dans le dispositif de demain. Vous nous direz comment et à quelle hauteur. Et puis on évoquera aussi les différents services que vous proposez à travers le numérique. Je pense tout de suite à Ma Ville Mon Shopping et également à votre contribution à la lutte justement contre l'exclusion numérique et cette facilitation des différentes démarches des citoyens. Tout à fait. Donc Mylène Franceschi, je représente La Poste sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, le programme Petite Ville de demain, nous sommes partenaires évidemment au plan national, mais nous avons aussi signé une convention avec le préfet de région et nous déclinons dans les villes qui le souhaitent. Au niveau régional, par exemple, la dernière signature, c'était à Ghana, juste avant l'été. Et l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est de rendre concret ce programme et de dire comment est-ce que La Poste, avec nos actifs, nous pouvons venir aider la collectivité à travailler son projet et à rendre concret son projet. Donc nous pouvons travailler sur 4 axes. Le premier, c'est le diagnostic et l'ingénierie. Le deuxième, c'est tout ce qui relève de l'attractivité, de la cohésion sociale, de la transition écologique, de la transition numérique. Ensuite, la participation citoyenne, vous avez parlé de la e-participation, la participation à la vie sociale, nous savons faire, nous avons des actifs en ce domaine, dans le domaine aussi de la communication, qui est notre ADN. Et enfin, le 4e volet sur lequel nous pouvons intervenir, c'est le financement. Alors, au travers des financements verts, mais aussi au travers des financements participatifs. Nous avons une filiale qui s'appelle KissKissBankBank. Et là, on fait vraiment le lien entre le territoire, le projet de la ville, qui peut être par exemple le projet sur un musée ou une activité au niveau de la ville. Et là, on fait appel certes aux citoyens de la ville, mais ça peut être plus large puisque la plateforme est finalement nationale, pour financer, pour aller chercher du financement participatif sur des projets très concrets et parfois petits ou parfois très ambitieux. Donc c'est vraiment sur ces domaines-là que l'on intervient. Et l'idée, c'est de dire au-delà de notre présence physique, parce que nous sommes présents avec nos facteurs sur le territoire, nous sommes présents avec nos points de contact, mais nous avons aussi beaucoup d'actifs mobilisables pour répondre à ces projets de ces petites villes de demain. J'ai parlé effectivement d'attractivité et de revitalisation. Oui. Donc je vais faire le lien, vous évoquiez le sujet de Ma Ville Mon Shopping. Alors Ma Ville Mon Shopping, c'est l'exemple même des actifs que la Poste peut déployer pour revitaliser un centre-ville ou en tout cas participer au développement du commerce. C'est quoi Ma Ville Mon Shopping? Ma Ville Mon Shopping, c'est une plateforme marchande dans laquelle on rentre par la ville et non pas par le produit. C'est-à-dire que vous n'allez pas commander une paire de chaussures, mais vous allez rentrer, je vais citer Ghana, mais ça peut être par exemple Caluire. On a beaucoup de commerçants dans le Rhône sur Caluire et Cuire. C'est une ville qui s'est beaucoup investie. Et en fait, on voit que l'investissement de la collectivité, l'investissement des commerçants, c'est ce qui fait le succès de la plateforme. C'est une plateforme qui marche. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que c'est vrai qu'à l'occasion du Covid et de la crise du Covid, il y a eu énormément de plateformes qui se sont développées.
Et bien maintenant, forcément, le marché va éliminer un certain nombre d'entre elles parce qu'on voit que c'est un gros investissement et notamment en termes d'entretien, etc. Et puis après, il faut embarquer les commerçants. Donc nous, notre plateforme, elle a la spécificité évidemment de faire le click and collect, mais la livraison, puisque c'est l'ADN de la Poste quand même, que de savoir livrer forcément. Et puis, c'est ça aussi, c'est embarquer les commerçants pour les faire basculer de commerçants à e-commerçants. Et ça, c'est pas chose facile, parce que c'est pas justement eux dans leur ADN que d'entretenir leur vitrine virtuelle, et donc il faut les accompagner. Et pour ça, en région, on travaille beaucoup avec des partenaires, parce qu'on pense que ça ne se fait pas tout seul. Donc notamment, on a un partenariat avec la CMA, avec la CMA du Rhône, on voudrait l'élargir, parce qu'on pense que c'est avec ce type de partenaire qu'on va arriver à embarquer les commerçants. Et je voudrais, quand je dis ça marche, par exemple, on a des commerçants qui font plus de 100 000 € de chiffre d'affaires sur cette plateforme. Donc c'est pas anodin. Voilà. Mais ce sont des gens qui s'investissent. Et c'est vraiment ce sur quoi il faut travailler dans les années à venir. Alors après, vous parliez du rôle de la Poste en matière d'exclusion numérique. Alors oui, nous avons de nombreuses actions. Je vais revenir sur 2 points que vous avez cités. Les étapes numériques. Alors ça me permet de faire le lien parce que c'est un projet que l'on mène avec la Banque des Territoires. Alors c'est quoi les étapes numériques? Eh bien dans nos bureaux de poste, on va transformer par exemple nos salles de réunion qui étaient destinées à notre personnel, etc. On va faire des travaux avec l'aide de la Banque des Territoires et puis on va les ouvrir à des associations qui vont venir dispenser des formations gratuitement, évidemment, puisque c'est l'intérêt du dispositif, pour justement développer cette compétence numérique des citoyens. Donc nous avons aujourd'hui 12 étapes numériques en Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est quelque chose qui est en train de se multiplier. Nous avons aussi des médiateurs et des conseillers numériques. Donc, vous évoquiez les conseillers numériques. Pourquoi je parle des médiateurs? Parce que ça, c'est un dispositif plus ancien et qui a vraiment fait ses preuves. Et on voit effectivement que les gens qui viennent en bureau de poste, qui ont affaire à des médiateurs, ils ont des problématiques parfois avec la langue française, avec l'utilisation de certains imprimés, etc. et avec le numérique. Donc c'est souvent un tout. Et donc c'est pour ça que j'associe ces dispositifs parce qu'ils sont très complémentaires. Celui du conseiller numérique, celui du médiateur, celui de France Service, dans lequel nous sommes aussi, puisque nous avons un peu plus de 50 France Service en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est tout ça qui fait que la Poste joue un rôle assez important sur le territoire, de façon très très concrète, sur cette question d'exclusion numérique. Merci beaucoup Mylène Franceschi. Donc si je résume Cyril Cotona, pour que finalement un village soit attractif, c'est notre sujet, mais attractif, ça veut aussi dire pour ceux qui y vivent, hein, parce que l'attractivité, c'est aussi le maintien des populations. Donc, il faut qu'on puisse participer à la vie locale, il faut qu'on puisse faire appel aux commerçants locaux, travailler en circuit court. Vous l'avez dit, il faut aussi l'accès aux soins, mais on va en parler dans quelques minutes. Donc il y a un certain nombre d'outils numériques qui favorisent ça, et avec au milieu cette mairie qui se retrouve finalement dans un rôle de guichet unique. Oui, finalement, la mairie qui est le premier service public, le premier maillon de toute cette, tous les outils que l'on peut mettre en place. Moi, j'irai un peu plus loin, parce qu'on a parlé des petites villes de demain qui concernent en fait les communes, on va dire, qui ont des rôles de centralité. Centre-bourg, ceux qui connaissaient un petit peu, c'était les anciens chefs-lieux de canton. Aujourd'hui, on a une expression dans le département du Gers, et je l'ai reprise, parce que je considère que c'est tout à fait d'actualité, c'est qu'aujourd'hui, une commune rurale, hors centre-bourg, n'est rien sans le centre-bourg. Forcément, puisqu'il y a toutes les, on va dire, les commerces, un certain nombre de services, que ce soit le service de petite enfance, l'école, la présence de bureaux de poste, c'est important. Mais les centres-bourgs, sans les communes rurales, ne sont rien non plus. Donc c'est un tout. Et il faut travailler ensemble. Et encore une fois, comme je l'ai dit hier, la mutualisation
au sens noble du terme, a un rôle très important et voit on voit là les possibilités que l'on peut avoir en travaillant ensemble. Et est-ce qu'on peut aller sur ce partage de services? Il y a le bus Cybercantal qui est garé juste devant le parvis du centre des congrès. On voit se développer des initiatives, on va le voir dans le domaine de la santé, où à partir d'une centralité, on fait circuler le service dans les communes rurales. Est-ce que ça fait sens aujourd'hui? Est-ce que c'est une attente des petites communes rurales? Oui, à mon avis, oui, puisque ça permet de toucher des populations qui sont très éloignées finalement on va dire, des nouvelles technologies du numérique et d'autres services. Ça permet de garder un lien. Alors, effectivement, la présence, c'est historique aussi, et encore plus maintenant, la présence des facteurs et des factrices dans nos communes est très importante, parce qu'elles jouent encore ce rôle de lien social très important. Oui, parce qu'on a encore des populations qui, malgré la possibilité et des territoires qui sont de plus en plus fibrés, donc qui ont accès au très haut débit, et donc aujourd'hui on a accès à un certain nombre de savoirs, de connaissances, il y a encore des personnes qui se trouvent exclues, et c'est très important de jouer sur effectivement des bus, même titre que le bus Cybercantal, est une chose très importante. Je sais que pendant le confinement, il y a eu, notamment dans la période c'est vrai que c'est un sujet toujours un peu tendu entre le pass sanitaire et toutes les campagnes de vaccination, mais dans beaucoup de départements, il y a eu des bus qui sont venus chercher les dernières personnes qui ne pouvaient pas se déplacer ou qui avaient une crainte, etc. Donc, et ils ont été très, très bien accueillis, donc il y a vraiment une recherche et une attente. Donc effectivement, c'est un travail et tout. Quand je parle d'une commune rurale sans centre-bourg derrière et vice-versa, c'est la même chose parce qu'on peut mettre en place le travail au niveau des collectivités un peu plus importantes qui sont les départements, parce qu'eux aussi ont une vision un peu plus grande du territoire, tel que nous le connaissons, et il y a un certain nombre d'exemples qui le démontrent. Donc pour nous, je pense en milieu rural, travailler ensemble sur un projet de territoire, quel que soit le projet, est indispensable aujourd'hui. Et développer le aller vers, puisque c'était effectivement l'expression. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Si je vous garde avec moi, Mylène, François, sous vos applaudissements, je vous invite à rejoindre le